Alors cette deuxième table ronde, elle s'intitule « Dialogue au sommet entre administrateurs et dirigeants ». Quelle place pour la durabilité ? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en présentiel et en ligne. Je suis toujours Mylène, formatrice et consultante en stratégie RSE. Et j'ai la chance d'être la modératrice de cette deuxième table ronde avec un panel, cette fois-ci 100% masculin. Voilà. Nous avons au total de 2 tables rondes, on a la parité. On l'a évoqué tout à l'heure avec celles qui œuvrent au quotidien pour intégrer la durabilité au cœur des modèles d'affaires. La transformation durable des entreprises ne pourra pas se faire sans le soutien des organes de gouvernance. Pour cette deuxième table ronde, on a voulu infiltrer les discussions entre les administrateurs et les dirigeants. Il faut dire que peu d'informations filtrent sur la réalité des échanges entre ces organes de gouvernance. Mon petit doigt me dit que les thématiques ESG semblent encore rarement abordées de façon stratégique et n'occupent que peu de place dans les ordres du jour. Et pourtant, la durabilité, dans sa capacité à ouvrir de nouvelles perspectives et bousculer nos repères, est une chance inouïe pour sortir du cadre, pour innover, pour se réinventer, pour transformer avec résilience, créativité et joie. Alors, entre consensus mou et conflit créatif, quelle dissonance peut-on observer entre le management et le conseil d'administration ? Comment les faire coopérer au service d'une entreprise robuste, au service d'une société plus juste et plus soutenable ? Quels sont encore les freins ? Quels sont les déclencheurs pour atteindre le point de bascule et intégrer pleinement la durabilité au sein des organes de gouvernance ? Pour aborder ce sujet éminemment stratégique, je vous prie d'accueillir donc nos 3 panélistes, 3 personnalités au parcours varié, qui ont des expériences à la fois en équipe dirigeante et en tant qu'administrateur. Nous accueillons donc aujourd'hui à ma gauche Pascal Chalvon, qui est ancien directeur développement durable chez Solvay et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Pactis, membre du board et ancien DG d'une ETI également. Nous avons ensuite Stéphane Rostin, merci d'être là, président chez Rostin SAS, une entreprise familiale depuis 4 générations. 6 générations, pardon, bravo. 7 générations, qui dit mieux. Fabricant d'EPI, d'équipements de protection individuelle. Et enfin, nous avons Philippe Joubert, fondateur et PDG de Earth on Board, anciennement président d'Alstom Énergie et directeur général délégué du groupe Alstom. Merci à vous pour votre présence. Et nous allons pouvoir démarrer cet échange. N'oubliez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter. On essaiera de les traiter en fin de séance, que ce soit dans la salle et à distance également. Je m'installe. Pour commencer, petite question pour vous, Philippe. Pourriez-vous nous expliquer, nous rappeler les rôles et les responsabilités respectives du management, des équipes dirigeantes et du conseil d'administration ? Voilà, petit point de rappel sur ces rôles. Quel jeu de miroir peut-on observer entre ces 2 organes de gouvernance ? Merci, bonjour déjà à tous. Vous avez juste oublié, je suis aussi membre de conseil d'administration de plusieurs entreprises. Et quand je suis sorti d'Alstom en 2012, j'ai essayé d'être membre de conseil d'une entreprise sur chaque continent, de façon à pouvoir continuer à avoir une vision globale des choses. Et je dis ça parce qu'en fait, lorsque vous prenez le premier point qui est exactement fondamental, qui est la responsabilité des boards, on retrouve cette responsabilité dans le monde entier. C'est intéressant. C'est que la plupart avec des variantes évidemment, des wordings différents, etc. Mais dans le monde entier, sauf dans certains petits pays dont on peut parler, comme le Delaware par exemple, aux États-Unis, vous avez toujours les 3 grandes responsabilités d'un board. La première chose, il est responsable du bien-être ou du développement de l'entreprise à long terme. Ce mot est important parce qu'il a très souvent été résumé en intérêt de l'actionnaire.
ce qui est complètement faux et dans la plupart des cas illégal. On va y revenir après. Ça appelle justement, lorsqu'on se situe dans une mouvance d'évolution, lorsqu'on sort de l'idée de shareholder primacy, si cher au Delaware justement, et qu'on arrive vers une économie de stakeholders, de parties prenantes, ça repose le board à un autre niveau de responsabilité qui a été mentionné dans la première table ronde, la gestion des parties prenantes et de leur interface. La deuxième, c'est en anglais care and diligence, c'est prendre soin des risques. Et là, chez Earth on Board, qui est ce qui m'occupe aujourd'hui principalement, on dit qu'en 2015, la responsabilité des boards a évolué sur ce plan-là. Parce qu'à partir du moment où le monde entier reconnaît le changement climatique, signe un accord, et où le monde entier s'accorde sur le SDGs, et donc pose un certain nombre de grandes lignes pour caractériser le développement, et que les scientifiques sont clairs sur le fait qu'on atteint les limites de la planète, ça a changé fondamentalement la responsabilité du board. Le board ne peut plus dire qu'il ne sait pas, et donc ça l'oblige à prendre des... Donc, la grande différence avant 2015 et maintenant, c'est qu'avant un board disait « bon, c'est pas vraiment mon problème, c'est plutôt le problème du CEO ». Aujourd'hui, il ne peut pas le dire parce qu'il est dans sa responsabilité fiduciaire. Et la troisième responsabilité, qui est aussi vraie partout, et ça nous amène à la conversation qui n'a pas eu lieu juste avant et qui aura peut-être après, qui est sur le reporting et la communication externe, le board est fondamentalement responsable de la communication qui sort de l'entreprise. Pour une raison simple, c'est que le législateur a pensé que quelqu'un devait donner le là, parce que derrière la communication externe, des gens prennent des décisions, des investisseurs investissent, des clients achètent, des fournisseurs vendent, et donc il est absolument fondamental que cette communication soit correcte et je dirais bénie par quelqu'un qui est extérieur au quotidien de l'entreprise. Donc voilà pour le board, et puis je vais laisser la parole pour l'autre responsabilité. Merci Philippe pour ces précisions. Ceci étant rappelé, donc le rôle du board, quelle place occupent les thématiques ESG dans les discussions entre les dirigeants et les administrateurs, et quelles évolutions vous avez pu percevoir dans la place que prennent les thématiques ESG? Pascal. Je démarre là-dessus. Merci pour la question et bravo pour ce panel parce qu'on échangeait avant de démarrer. La question réellement du board et la façon dont le board prend en compte ces questions est fondamentale. Aujourd'hui, encore plus qu'avant, dans la mesure où c'est là où ça se passe. C'est là où l'horizon de long terme, la dimension du long terme, comment s'inscrit. On a parlé de stratégie dans le premier board, mais cette dimension du temps est probablement aussi un des éléments clés de différenciation entre le mandat du CEO de quelques années, classiquement 4 ans, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et celui du board qui, lui, doit assurer la pérennité sur le long terme. Juste une anecdote par rapport à cette problématique-là. Quand on fait un plan climat, et j'ai eu cette expérience-là, on a eu une évolution de la posture du board. Et sur les premières discussions de changement de paradigme, qui étaient celles de passage, par exemple, de la notion de cible relative à une cible absolue, disant quand on passe à une cible absolue, ben on change le paradigme, puisqu'en fait, quelle que soit la croissance économique, il va falloir déconnecter et du coup venir à une décroissance en volume. Cette question-là était restée au niveau exécutif dans notre histoire. Quand on a commencé à parler de neutralité carbone à l'horizon 2040, puis 2050, et encore plus quand on est venu questionner le scope 3, donc l'engagement sur l'ensemble des chaînes de valeur, et on fera peut-être un lien avec la CS3D plus tard là-dessus, mais la question de la chaîne de valeur qui engage, comme Philippe l'a dit, la responsabilité des boards, à ce moment-là, l'obligation a été d'aller voir le board et de leur demander la validation de cet horizon-là, qui dépassait de très loin en fait l'engagement du CEO. Voilà. Pour venir à l'évolution, personnellement, et je ne veux pas être trop long, mais ce que j'ai pu voir, c'est une évolution drastique dans les 10 dernières années. Notre expérience a démarré par
une formation du board. En fait, on a brisé la glace, si je peux dire, en formant le board, en passant une journée complète à leur donner des codes. Les codes de communication, les grands référentiels, de façon à ce que le board se sente moins mal à l'aise dans l'abord de ces sujets-là, puisse dire, bah, écoutez, bon, il y a des discussions de salon, mais il y a aussi une vérité juridique, il y a des référentiels, et là aussi, comme le disait Philippe, il y a une communication externe qu'on ne peut plus ignorer, et donc le fait de donner au board les clés de la discussion a permis de briser la glace et de leur permettre eux-mêmes d'aller voir d'autres boards, de se renseigner. Et cette formation qui a eu lieu en 2016 en ce qui nous concerne est devenue ensuite progressivement un challenge parce que ces gens-là sont intelligents, se forment très vite et on passe d'une position de formateur à une position d'être challengé par les membres du board qui posent des questions très pertinentes. Alors on va revenir effectivement sur les pistes d'action, mais peut-être Stéphane, sur la place qu'occupent les thématiques ESG dans les discussions entre les dirigeants et votre conseil d'administration. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous mettez ces sujets-là à l'ordre du jour? Alors, je représente les petites entreprises, PME, ce qui ont 25 millions, donc c'est une société qui a sans doute pas toujours les capacités de se structurer comme les grandes entreprises et d'avoir de nombreuses personnes. En tout cas, nous, on a d'abord, il faut effectivement de la sensibilité qui est arrivée déjà dans les années 2000. Et puis petit à petit, en fait, ça s'est structuré. Effectivement, il y a une vraie accélération depuis 10 ans. Donc l'objectif a été déjà de se dire mais est-ce qu'il faut en faire entre guillemets une stratégie plutôt que de le subir, voilà. Et à partir de là, effectivement, on a composé notre donc le CODIR qui aujourd'hui est investi dans cette cause-là et on l'a renforcé effectivement avec un responsable RSE, même si on a déjà eu par le passé un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur les sujets RSE dans l'entreprise pour faire d'abord de la pédagogie, puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de pédagogie derrière tout ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le board, en tout cas la gouvernance, je pense que vous l'avez dit, il faut une vraie volonté, voilà, et d'en faire une stratégie, voilà, et de ne pas subir. Donc, et derrière, le CODIR, aujourd'hui, je pense, est complètement investi dans sa mission. Je voulais juste rebondir là-dessus parce que si dans l'audience, il y a beaucoup de directeurs développement durable ou de gens qui travaillent au niveau du COMEX ou à l'extérieur de l'entreprise, il y a une caractéristique sur laquelle j'insiste toujours dans les séminaires qu'on fait avec les boards, c'est que le board, il est intermittent, comme l'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'en fait, le board, il se réunit, et puis il s'éloigne, et puis il revient 2 mois après. On le place devant une décision immédiate que le management a travaillé depuis déjà 1 an, et il a un quart d'heure pour s'informer, décider des destins de l'entreprise. Si les groupes et la gouvernance ne sont pas conscients de cette caractéristique-là, c'est-à-dire comment gérer l'intermittence du board de façon à ce qu'il reste conscient et connecté, informé, et qu'il arrive au bord de la falaise où il faut qu'il prenne la décision, informé de la même façon et de la même forme que le management, ça pose des problèmes de dissonance immédiatement. Et c'est jamais une bonne nouvelle pour le management d'ailleurs, parce que le board, il a horreur d'être bousculé. C'est des gens qui aiment bien prendre leur temps, qui aiment bien avoir du temps pour réfléchir. Donc si on les bouscule, en général, la réaction est assez mauvaise. Il faut leur donner le temps d'arriver, parce qu'ils arrivent avec un bagage. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience en dehors de l'entreprise. Ils arrivent avec un gros bagage. Et donc, ils ont besoin de prendre le temps. Et il faut respecter cette intermittence. Alors, si je peux rebondir là-dessus, Philippe. On a, comme dans beaucoup de sociétés, créé un comité RSE au niveau du board, donc qui dépend du board.
et dont l'objet était justement de nourrir l'intégralité du board, je dirais, d'informations ou de recommandations. Mais on est arrivé systématiquement à une sorte de frustration, parce que l'agenda, par définition, est relativement limité dans le temps et fractionné, alors que la boulimie d'information, la demande en fait d'information est juste exhaustive. Et donc en fait, on a eu toujours cette problématique de dire, bon, si on reste sur les grands textes, les réglementations, les grandes cibles, bon, très bien, ils sont contents, mais ils veulent du concret, des projets. Hein, et si on reste au niveau des projets, ben, on oublie cette dimension plus stratégique de l'engagement. Et en fait, la difficulté du directeur développement durable qui souvent anime ces comités-là, c'est de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire comment je transmets de l'information concrète tout en garantissant une vision stratégique de l'intégration de cette trajectoire développement durable dans le business de la société. Et c'est loin d'être facile parce que chacun des administrateurs a sa propre sensibilité. Pour enchaîner sur ce que vous dites, peut-être on peut passer à la question sur les freins. Quels sont les freins qui persistent encore dans l'intégration des sujets RSE au sein du modèle d'affaires des entreprises? Pourquoi est-ce que les entreprises n'intègrent pas systématiquement, encore à ce jour, les sujets de durabilité dans leur modèle d'affaires? Alors, moi j'ai deux, trois... D'abord, le sujet est vaste, hein, c'est-à-dire que quand on parle de développement durable ou de ESG ou de RSE, enfin, quand on prend l'intégralité du scope, il y a la dimension, je dirais, environnementale, il y a toute la dimension sociétale, il y a des dimensions reporting, réglementaires, enfin, c'est quand même compliqué. Je dirais que le cœur, et ça a été relativement peu mentionné jusque-là, c'est la difficulté de la RSE à démontrer son business model, son modèle d'affaires. C'est la difficulté de la RSE à démontrer la création de valeur. Et là, il faut continuer à travailler le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une création de valeur économique, faire de l'efficacité énergétique, faire de l'éco-design sur des produits où il y a une plus forte demande, c'est de la valeur économique. Il y a la création de valeur environnementale, qui passe beaucoup par la réduction des risques. Et il y a la création de valeur sociétale, l'attractivité de la société. Donc il y a moyen de démontrer tout ça. Mais entre moyen de le faire et la réalité, il y a quand même une déconnexion, et peut-être vous l'aborderez cet après-midi dans la CSRD, cette vision un peu trop technique des choses, reporting au regard de la stratégie, de l'intention et de la création de valeur. Pour moi, c'est une des clés du fait que ce sujet a du mal à pénétrer en fait les conseils. Le deuxième, c'est une question de gouvernance. C'est comment sont prises les décisions dans l'entreprise. Si le board, entre guillemets, ne dialogue pas de ces sujets-là avec le CEO, rien ne se passe. Donc comment sont prises les décisions, comment sont rémunérés les gens, ça a été évoqué précédemment, quels critères précis pour le coup, parce qu'il faut être précis, et quels engagements sont pris. Et si ça c'est pas en place, il ne se passe pas grand-chose. Alors c'est exactement effectivement le constat que moi j'ai fait, c'est-à-dire que nous avons fait effectivement, c'est de se dire comment on transforme en action et comment on crée de la valeur. Et c'est toute cette pédagogie finalement qu'il faut arriver aussi à faire passer dans les équipes, mais ça dépend vraiment du plan stratégique, effectivement. C'est-à-dire que quand on se dit aujourd'hui, moi c'était un déclic, c'est de se dire on va vers de la... à mon sens, et en plus c'est poussé par les États-Unis, etc. Donc c'est la compliance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on est sur le marché d'une façon générale, c'est venu avec les lois extraterritoriales, tout ça. Donc là, on n'est plus sur le côté corruption, mais ça tout ça fait partie aussi du Global Compact, tout ça fait partie d'une stratégie globale, effectivement, et de se dire à un moment donné comment on va tirer tout le monde vers quelque chose de vertueux pour ringardiser finalement ses compétiteurs. Voilà. Nous, on l'a fait comme ça, en disant comment on va se mettre, on va tirer tout le monde et on va mettre le niveau, et chaque fois qu'on met le niveau un petit peu plus haut, comme a pu le faire des gens comme Toyota à un moment donné, qui dans l'automobile mettaient toujours le niveau de leur voiture, enfin c'est le zéro panne chez Toyota. Bon bah alors après il y a le design, etc. Mais ce niveau de qualité oblige tout le monde aujourd'hui, dès qu'il y a un souci sur une voiture, à faire un rappel.
Et c'est venu de là, c'est-à-dire qu'on met l'exigence très très haut pour en fait contraindre finalement les autres à monter. Donc ça a été un peu donc je suis d'accord sur la valeur, mais ça nécessite effectivement des investissements et une stratégie complète, quoi, globale. Philippe, les freins qui persistent encore? Oui, alors là c'est évidemment le sujet central, la valeur, la création de valeur. Alors, il y a une grosse différence aussi. Vous savez, j'ai parlé des 3 responsabilités du board. Il y en a une qui sous-tend tout. Le board est garant de la réalité de la performance économique de l'entreprise. Il y a un seul péché capital pour un board, c'est de déclarer des résultats faux. Tout le reste, c'est bénin. Ça, c'est légal et c'est très dangereux. Alors, on a un concept chez Sunboard qui s'appelle le concept des faux monnayeurs. En fait, quand vous parlez de création de valeur, il faut savoir de quelle création de valeur on parle. Parce que, évidemment, si on utilise les chiffres du monde d'hier pour évaluer la performance du monde de demain, on ne va pas créer de valeur. Sauf que pour un organisme de gouvernance comme le board, contrairement au CEO, le board se doit de regarder l'avenir. Par exemple, un board qui va accepter un investissement, entre guillemets, carboné, c'est-à-dire qui a induit dans l'investissement des émissions, sans avoir utilisé au moins un shadow price du carbone pour évaluer le cash flow. Pour un CEO, c'est simplement, j'ai utilisé les chiffres qui existent aujourd'hui. Pour un board, c'est de la négligence. Parce qu'il est en train d'induire son entreprise à investir dans des actifs échoués. Et ça veut dire que dans quelques temps, vous avez insisté sur le long terme, il y a quelqu'un qui pourrait lui téléphoner en disant « mais dis donc là, désolé, mais le prix du carbone est passé à 100 $ l'euro, à 100 € la tonne. Dans le cash flow là, qu'on a approuvé il y a 5 ans, que vous avez approuvé il y a 5 ans, il n'y avait pas de prix de carbone. Donc le résultat n'est pas celui que vous aviez promis. Pourquoi avez-vous fait ça? Là, vous pouvez dire, ben, je ne savais pas. Ah, si, vous saviez, parce que c'était dans tous les journaux que le prix du carbone avait une valeur. Ce que je veux dire par ça, et ça c'est vrai aussi pour tous ceux qui approuvent des plans de R&D. Une des choses qu'il n'y a pas dit ce matin, pour moi, le rôle du directeur de développement durable, il devrait être aussi de s'asseoir à côté du directeur de développement et de R&D et de lui expliquer que dans le monde qui arrive, son portefeuille de R&D doit être en fonction du monde qui arrive, pas du monde qu'on quitte. Et de la même façon pour l'appréciation des variables financières qu'il va prendre pour jouer sur le portefeuille. Donc au niveau de la création de valeur, je suis 200% d'accord avec vous, avec ce petit caveat, yes, mais il faut utiliser des systèmes de valeur de demain, pas d'hier. Donc la question des externalités est une vraie question pour un board, qu'on essaye de ne pas trop poser parce que c'est compliqué, mais quand même c'est réel. Question qui en découle, vous parlez beaucoup de la dimension du temps, long terme notamment. Est-ce que ça a encore un sens d'opposer une stratégie long terme et une stratégie court terme? Alors pour moi, le mot stratégie court terme n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire, en fait, je pense que il y a une réalité, je pense plutôt d'opposition de modèles, ce qu'on voit aujourd'hui, entre le modèle du capitalisme raisonnable ou responsable, plus exactement, celui qui considère les parties prenantes, celui qui est justement pris en compte aujourd'hui dans ce que l'on veut développer au niveau de la CSRD, mais plutôt de la CS3D. Hein. Et puis le modèle qui revient en force surtout par l'Ouest aujourd'hui, et qui est celui du capitalisme financier avec uniquement l'actionnaire en fait, et pas les parties prenantes. Et donc c'est une opposition de modèle plutôt que de stratégie. Et donc la question fondamentale, c'est celle de quel est notre choix, je dirais. Et ce choix-là, c'est effectivement un choix qui engage l'avenir. Donc est-ce qu'on parle de responsabilité sociale des entreprises, la RSE, ou bien est-ce qu'on parle uniquement de responsabilité financière de l'entreprise vis-à-vis de l'actionnaire? Sur ce panel-là, et en tout cas en ce qui me concerne, il y a évidemment
une intégration entre les deux. On ne peut pas avoir une entreprise durable sans résultat financier, c'est clair, et en même temps, on ne peut pas faire fi de la responsabilité environnementale. Voilà. Stéphane, quand on est président d'une entreprise familiale de 7 générations, un modèle court-termiste versus une stratégie à long terme, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors c'est vrai que oui, ça fait 235 ans, donc il y a eu beaucoup de changements au cours de la vie de cette entreprise. Les valeurs, en fait, sont importantes. Je pense que c'est ça aussi. Et les valeurs, justement, on parle de durabilité, mais les valeurs restent toujours les mêmes, quoi. C'est-à-dire que c'est l'humain, c'est la qualité qu'on veut offrir aussi à nos clients. Je parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprise, et c'était un sujet important quand on a défini aussi nos stratégies, c'est la transparence. Voilà, donc tout ça, c'est des valeurs qui font que ça nous amène très loin. Après, c'est vrai que à court terme, c'est plutôt de la tactique. Ça peut être de la tactique commerciale, c'est pas une stratégie, quoi. Je peux commenter là-dessus. On a beaucoup parlé de raison d'être. Je pense que la première responsabilité du board, comme on l'a dit tout à l'heure, de s'occuper de l'intérêt de l'entreprise à long terme, il n'y a qu'une seule étoile pour guider cette responsabilité, c'est de respecter la raison d'être de l'entreprise. En anglais, je dis toujours « greed is not a purpose ». Vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur la génération de résultats pour déterminer les actions de l'entreprise, donc les actions à long terme. Il ne faut jamais oublier pourquoi les entreprises existent. Lorsque l'entreprise, il y a longtemps, plusieurs siècles, a été libérée du joug des dictateurs en place, des rois et autres, il a été créé parce que le roi leur a donné la possibilité de créer une entreprise à condition qu'elle soit utile pour son royaume et sa société. Ça, on a oublié, et on s'imagine aujourd'hui que l'entreprise est créée pour générer du profit. C'est complètement faux, c'est un abus de langage. On doit donc toujours faire attention à être socialement acceptable. Et ça, je pense que c'est la responsabilité numéro 1 du board. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à comprendre les difficultés de dialogue entre le management et le board. À partir du moment où chacun comprend bien là où il est et sa place, il y a une conjonction d'intérêts. Il n'y aura pas de long terme si vous n'avez pas de court terme, c'est évident. Mais par contre, le court terme ne peut pas être votre raison d'être. Donc il n'y a pas vraiment de différence, d'ambiguïté sur ce rôle. Vous avez commencé à évoquer quelques pistes d'action. Alors selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez partager de votre expérience pour surmonter ces obstacles, ces possibles dissonances qu'il peut y avoir, pour faire en sorte que la gouvernance d'une entreprise joue un rôle majeur, et je dis bien un rôle majeur, dans l'accélération de la transition. On a parlé tout à l'heure, dans la précédente table ronde, du rôle important des salariés, du fait que ça puisse venir aussi du bas. Maintenant, on va parler du haut. Comment est-ce que, c'est quoi vos pistes d'action, vos solutions pour faire en sorte que la gouvernance prenne en main ces sujets et le fasse vraiment et l'intègre au cœur de leur modèle d'affaires? Qui se lance? Stéphane, peut-être, pour commencer? Bonne question. En tout cas, qu'est-ce que vous avez mis en place? Ça peut être un retour, un partage d'expérience. Oui, tout à fait. On a mis en place, effectivement, on a fait en sorte d'intégrer quelqu'un, un responsable, un dirigeant dans le comité de direction. Donc ça, c'est super important. Même si les autres, je pense, ont déjà la fibre, mais d'avoir quelqu'un qui pousse. Ça reste une affaire de tous, quoi. On le sait, hein, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas être tout seul. Moi, j'ai eu des personnes où les gens étaient moins impliqués dans l'entreprise, où il y avait qui se heurtent en fait à tout le monde finalement, parce que je pense que ce qui est important, bon, il y a la réglementation. Ça fait bouger les gens, hein, clairement. Autrement, il y a des gens qui bougeront jamais. Donc, ça, on le sait. Donc, déjà, la réglementation, c'est pour ça que je pense aussi que ça a accéléré depuis 10 ans.
Rien à faire là-dessus, mais je pense que... Et puis après, c'est l'encouragement, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai des discussions souvent avec d'autres personnes qui font de la RSE dans d'autres boîtes et qui me disent ouais mais j'y arrive pas, etc. C'est compliqué, mais c'est sûr que on est obligé d'être dans l'encouragement des gens. À partir du moment où on dit aux gens, où on veut leur faire penser que ils sont pas responsables, que c'est pas bien de faire comme ci, c'est pas bien de faire comme ça, ça marche pas. En fait, voilà. Je pense que vraiment, c'est d'abord l'encouragement tout le temps. Chaque geste compte. Chaque fois qu'il y a une chose qui est bien faite, il faut le dire pour que les gens, voilà, soient portés en fait par l'action. Alors, si je peux me compléter, pour moi, je suis d'accord absolument avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, la question du narratif et du narratif positif est clé. Mais avant ça, je pense qu'il y a une condition essentielle, c'est le choix du CEO. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même la pièce centrale. Si le CEO n'est pas engagé, les équipes vont ramer derrière. Et je pense que tous ici, ceux qui sont en contact, c'est quand même la clé, de savoir pour qui vous allez travailler et quel est le niveau d'engagement. Après, je crois, et je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a les questions de gouvernance, c'est-à-dire comment sont prises les décisions. Comment sont prises les décisions d'investissement ? Ça a été mentionné par Philippe, mais il y a d'autres critères que le climat. Est-ce que les impacts de type pollution, est-ce que les impacts sur les communautés sont pris en compte dans les investissements qu'on veut faire ? Ça se lit dans les procédures d'investissement. S'il n'y a rien là-dedans, c'est du vent. Comment sont prises les décisions d'innovation ? Est-ce que les critères d'éco-design, est-ce que la fin de vie du produit est pris en compte dans la façon dont on innove ? Comment on vend au plan marketing? Est-ce qu'on fait du greenwashing ou est-ce qu'on a des données qui permettent de différencier notre offre de façon positive? C'est ces questions-là qui, pour moi, sont clés. Ce sont des décisions opérationnelles et il y en a un certain nombre d'autres qui sont structurelles. Comment on rémunère les gens? Ça a été mentionné tout à l'heure. Quelle est la part de la partie climat ou, de façon générale, développement durable dans l'évaluation du CEO, de ses cadres et de l'ensemble des employés. Donc je dirais, voilà. Et si j'ai une dernière chose, je pense que c'est, personnellement, mon expérience a été qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Je crois qu'il y a un grand homme qui a dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait avancer les choses par des crises. Quand il y a une grosse crise de réputation, l'entreprise est dans la presse, c'est la panique partout. C'est là qu'il faut attaquer. Et c'est là qu'il faut dire, écoutez, très bien, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Quand il y a, moi je travaille dans l'industrie des matériaux et de la chimie, quand il y a une pollution autour d'un site, c'est une chance extraordinaire, alors pas pour les riverains, mais pour la RSE, de façon à dire comment on fait pour que ça ne se reproduise pas ailleurs, etc. Et donc en fait, ne pas gâcher une bonne crise pour faire avancer les sujets de la RSE, c'est essentiel. Et comme le disait Arnaud ce matin, on est en pleine crise de modèle aujourd'hui, ne gâchons pas cette bonne crise. Philippe, pour compléter. Pour rebondir là-dessus, moi je pense que si on part du principe que, en tout cas au niveau des conseils d'administration et du management bien sûr, si on part du principe que c'est des gens, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est des gens intelligents, qui comprennent, qui ont de l'expérience, on va dire, qui sont honnêtes aussi, au sens ils ont une vue honnête des choses. Lorsqu'on passe du temps à leur montrer la science, les limites de la planète, etc., mais la raison est pourquoi n'agissent-ils pas? Donc quelles sont les barrières? Bon, on en a trouvé plusieurs, évidemment, mais il y en a une qui pour moi est fondamentale et appelle à quelque chose dont on parle souvent, mais qu'on ne va pas, je pense, assez en détail, c'est le courage. C'est-à-dire, en fait, les gens, ils savent tous ce qu'il faut faire. Ils savent tous. Et je défie quiconque de me trouver un CEO. S'il est CEO, il sait. Parce que je l'ai expérimenté, quand vous êtes CEO d'une multinationale de plusieurs dizaines de milliards, toutes les informations, vous les avez en claquement de doigts. Analysées, écrites, vous savez exactement où vous allez. Simplement, vous
comprenez aussi que la décision que vous allez prendre si vous voulez changer de business model, elle est extrêmement risquée. Elle peut être trop tôt, vous pouvez être prise au milieu du gué, et donc, vous avez la tendance à utiliser le temps et dire, bon, je vais rester sur business as usual, je vais faire mon petit profit, on n'en parle pas, et le prochain gérera les choses. En gros, on envoie l'addition pour les générations futures. Et ça, pour moi, c'est le premier facteur. Ne pas avoir peur des conclusions de ces analyses. La deuxième chose, c'est aussi de mettre les gens dans le monde réel. J'ai juste une petite suggestion, parce que tout à l'heure, on a parlé de part variable du salaire. Alors, moi, ayant géré des grandes populations avec des parts variables, à la fin, c'était devenu une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on avait des pourcentages partout, des 1,5, des 2,2, il y en avait 40. Et en général, tout ce qui est relatif au développement durable, c'était super parce que les gens savaient qu'ils allaient l'atteindre, donc ils voulaient mettre 1,2, 1,5 partout. Moi, pour ça, je suggère de tout abandonner. C'est un peu provocateur ce que je fais, et de toute façon, vous ferez si vous voulez. Vous abandonnez tout ça et vous dites que le seul critère que vous allez utiliser, c'est le vrai résultat de l'entreprise. Donc vous allez dire, et ça éviterait beaucoup de discussions. Souvenez-vous des discussions avec un CEO de l'automobile il n'y a pas longtemps, sur ces 25 millions de bonus. Tout le monde demandait s'il fallait payer ou pas. Il n'y a pas de doute, il faut payer, c'est légal, c'est approuvé. Vous n'avez aucune chance de gagner en justice, il faut payer. Par contre, il faut vous poser la question, est-ce que le résultat existe? Et si vous injectez dans le PNL de cette entreprise un prix du CO2 de 100 € la tonne, y compris sur son scope 3, le résultat il passe à 0. Donc il n'y a plus de discussion, il n'y a pas de résultat. Donc je pense que ça c'est juste une petite idée un peu provocatrice que je vous donne. Oubliez tous ces calculs-là, allez dans le réel et dites à partir de maintenant, les bonus du management vont être payés sur un résultat, mais un résultat défalqué des externalités qu'on connaît déjà. Et comme ça va simplifier beaucoup de discussions et ça va ramener tout le monde au réel. Parce que là, ils verront ce que c'est qu'un vrai résultat, qui tient compte des impacts. Ce n'est pas la peine de faire de la double matérialité, là. C'est juste à injecter un prix dans le PNL. Et ça simplifie plein de raisons. Une petite idée, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Mais c'est légal. Hein, c'est totalement légal. Vous n'êtes pas du tout obligé de calculer vos bonus sur un résultat qui est utilisé pour payer des impôts ou des dividendes. Vous pouvez le payer sur n'importe quel résultat, dont, par exemple, le vrai résultat. Merci Philippe pour ces tips. Vous m'aviez dit en entretien que vous étiez tombé dans la marmite de la sustainability. Je reprends vos termes. Et je crois que c'est un peu le cas pour vous trois. Et ce sera ma dernière question puisque le temps file. La question est la suivante. Quel a été le point de bascule qui a fait que vous trois êtes tombés dans la marmite de la sustainability? Et surtout, entre les lignes, quels conseils vous aimeriez donner à un administrateur ou à un dirigeant qui aurait envie d'être plus audacieux et plus courageux, pour reprendre vos termes, Philippe, pour que cette bascule opère? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour en arriver là? Personnellement, j'ai trébuché, en fait, hein, parce que j'étais pas du tout sur cette trajectoire-là. Non, moi j'étais un patron de business bien centré sur mon PNL et la génération de cash jusqu'à l'âge à peu près de 50 ans, je ne dirais pas mon âge aujourd'hui. Et c'est un CEO qui m'a dit, mais on a une problématique, je dirigeais l'énergie à ce moment-là dans cette belle société. Il m'a dit, mais on a besoin de quelqu'un qui comprend le business, parce que la question clé, c'est de faire rentrer la sustainability dans les décisions du business. Et il m'a dit, ce sera toi. Je lui ai dit, c'est une punition? Et il m'a dit, non, c'est pas une punition, c'est raisonner. On a besoin de quelqu'un qui comprend le business. Et c'est comme ça que j'ai trébuché. Voilà. Et en fait, je m'en suis très bien trouvé, parce que j'en ai fait un métier complet. J'ai abandonné le reste, parce que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus, je dirais, oui, c'est beaucoup plus important, je pense, pour les générations futures. Alors si j'ai un seul conseil, je dirais, il est assez simple, il faut avoir peur de vos propres ambitions. Si vous n'êtes pas effrayé par l'ambition que vous voulez, c'est qu'elle n'est pas assez haute. Et en fait, si vous avez peur de cette ambition, vous allez générer de l'émotion autour et vous allez embarquer les gens. Merci. Stéphane?
Alors, moi, c'est assez... c'est un processus plutôt lent, quoi. C'est-à-dire que effectivement, bon, depuis les années 2000, en fait, il y a une sensibilité à ces sujets-là. C'est arrivé. Je me souviens pouvoir avoir lu le livre de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic. Voilà. Et c'est vrai que ce livre, à l'époque, m'avait plu déjà, et puis m'avait alerté sur ces problématiques. Donc c'était début des années 2000, et puis on est passé à l'ISO 14001 parce que l'entreprise était aussi dans cette volonté d'être toujours pareil, c'est on va dire respectueuse avec ses valeurs qui, je pense, sont imprégnées dans l'entreprise. Et puis petit à petit, effectivement, on voit que, pas l'impression de tomber dedans, c'est juste du pragmatisme, quoi. Enfin, voilà, c'est de se dire qu'à un moment donné, si on n'agit pas pour ces problématiques-là et dans ce sens-là, et puis il y a une logique, quoi. Enfin, il y a une logique même, voilà, pour tout le monde, pour les consommateurs, alors c'est pas toujours la même logique, hein. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres logiques, mais je suis assez d'accord sur le fait que tout le monde sait. Enfin, voilà. Après, est-ce qu'on est d'accord pour le faire? Est-ce qu'on fait un effort, quoi? On a le courage. Est-ce qu'on a le courage, effectivement, de transformer? Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que on le voit. Bon, il y a des exemples. Kodak avec le numérique, c'est un exemple. Voilà, il n'y a pas eu le courage. Ils n'y sont pas allés, et puis à la fin, ils ont disparu. Donc moi, j'insiste là-dessus. À un moment donné, il faut y aller. C'est comme la vente sur Internet. C'est comme voilà, il y a des choses comme ça. Ça paraît important. Donc se lancer, avoir peur de ses ambitions. Et un troisième conseil et dernier conseil. Alors moi, je dirais, je suis pas tombé dedans, mais ça m'est tombé dessus. Lorsque j'étais président d'Alstom au Brésil, et on m'a demandé de revenir prendre la direction générale d'Alstom mondial, Power, parce qu'il y avait des problèmes. Je ne savais pas exactement. Quand je suis arrivé, j'ai vite compris. En fait, l'entreprise était en faillite. C'était le temps où... C'est peut-être pour ça qu'ils avaient appelé un Brésilien. Ça, et pas ingénieur, d'ailleurs. Donc, il a fallu redresser l'entreprise qui perdait 2 milliards par an, avec 50 000 personnes. Et quand vous avez à faire ça, vous faites comme tout le monde. Vous coupez les coûts, vous fermez les usines pas rentables, vous changez les produits. Il n'y a pas de sustainability là, il faut survivre. Donc vous faites dans la limite de ce... Et là, j'étais très loin de la sustainability. Simplement, au bout de 3-4 ans, on avait recommencé à redresser l'entreprise. Et un jour, un des jeunes garçons qui c'était polytechnicien, je précise, qui était autour de moi, qui m'aidait dans la stratégie, m'a dit, vous savez, cette année, ça va être incroyable. Je dis, ah bon, pourquoi? On va avoir un résultat fabuleux. On avait tout explosé, les ventes, les machins. Et dans les entreprises comme Alstom, le résultat, vous le connaissez assez vite et assez loin, parce que quand vous enregistrez des commandes énormes avec grosse rentabilité, vous savez que ça va venir. Et donc, il me dit, ça va être très très bon. Je dis, alors c'est super. Elle me dit, non, parce que j'ai aussi fait d'autres calculs, comme quoi viendra mon conseil après. J'ai fait d'autres calculs. Notre technologie est présente dans 70% des centrales à charbon qui vont être construites cette année. En Allemagne, le charbon redémarrait. En Europe de l'Est, le charbon redémarrait. En Inde, on vendait des centrales. En Afrique du Sud, on a vendu la plus grosse centrale au monde, etc. etc. Je dis, c'est super, on va faire beaucoup d'argent. Elle me dit, oui. J'ai calculé les émissions de nos centrales sur la durée de vie. Et à nous tout seuls, c'est 0,5 degrés. Je dis, c'est là que ça m'est tombé dessus. Je dis, donc, on peut redresser une entreprise, être le héros du jour, et en fait, scier la branche sur laquelle on était assis. Donc, ma seule recommandation, c'est entourez-vous de jeunes gens brillants, pour vous aider à réfléchir et ne pas avoir peur de perdre l'acquis parce qu'eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils réfléchissent différemment que vous. Donc, quand on parle de
de diversité. J'ai toujours un peu de mal à m'arrêter aux hommes-femmes. C'est plutôt diversité générationnelle qui m'intéresse. En général, c'est plus porteur de progrès. Waouh, merci pour ce témoignage et merci pour vos expériences cumulées très riches. Je vous propose qu'on prenne quelques questions. On va peut-être commencer par... Non, on commence par la salle. Ok. Alors, plusieurs mains se lèvent. Clémence va vous apporter un micro. Bonjour. Merci beaucoup pour tous ces insights très intéressants. Je me permets de commencer par un commentaire pour vous chez Rostin. Je pense qu'en termes de 6e et 7e génération, vous avez une pression très forte. Vous avez beaucoup parlé d'encouragement et de courage, donc je vous envoie personnellement mes bonnes ondes pour les générations à venir. Et sinon, ma question, c'est, on n'a pas parlé d'autres types de parties prenantes que sont les actionnaires. Y a-t-il quelque chose à en dire? Quelle est leur influence sur les conseils d'administration et dans toute la thématique que vous avez déroulée depuis 1 heure? Merci. Les actionnaires, alors la première chose, c'est qu'évidemment, on peut dire c'est la partie prenante numéro 1. Ils ont pris le risque de créer l'entreprise, etc. On leur doit respect, rémunération. C'est même pas, enfin, je ne mets pas du tout ça en doute. Simplement, je signale que on donne la parole à ceux qui font le plus de bruit, et en particulier aux actionnaires court terme, les arbitragistes ou les choses comme ça, qui ne représentent même pas 10% de l'ensemble des actionnaires. Donc déjà, il faut absolument se refocuser là-dessus et remettre l'église au milieu du village. Deuxièmement, une classe de parties prenantes n'a jamais été homogène, et d'ailleurs ça c'est un des rôles du conseil d'administration, c'est de gérer les conflits entre parties prenantes et à l'intérieur d'une classe de parties prenantes pour ne pas donner la parole à ceux qui font le plus de bruit. Et troisièmement, il n'y a aucun sens, aucune contradiction entre le développement durable et l'intérêt de l'actionnaire. Ça, c'est sûr. C'est simplement que certains ont des intérêts plutôt court terme, rapidement, à mettre à cash, à transformer en cash rapidement. Moi, dans ma petite nouvelle vie, là, ce que je trouve exemplaire, c'est les entreprises familiales, parce qu'elles ont déjà, dans leur DNA, le prise en compte de la prochaine génération. Donc c'est ça que je dirais sur les actionnaires. Mais si je peux juste compléter sur cette notion du temps que je mentionnais au tout début, effectivement, le type d'actionnaire peut être lié à la notion de l'horizon de temps. C'est vrai qu'un fonds d'investissement peut avoir, en fonction de ses caractéristiques, des horizons beaucoup plus courts qu'un actionnariat familial. Et donc, il faut le prendre en compte, bien sûr, pour la stabilité de la stratégie. Mais... Non, mais je crois que ouais, c'est assez bien résumé. Ouais. Et d'ailleurs, pour compléter, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'OPA hostile sur Unilever, il y a quelques années, par un ami brésilien à moi, et par Warren Buffett. Le board, et ça milite aussi pour autre chose, on n'a pas discuté, la séparation absolue entre le chairman et le CEO. Il faut, pour la protection du CEO, il ne faut pas qu'il soit chairman. Le board d'Unilever à l'époque a dit à M. Warren Buffett, non, merci pour les 20% de primes, qui étaient déjà substantielles, mais vous n'êtes pas les actionnaires dont l'entreprise a besoin. Donc ça, pour moi, ça résume toute l'attitude que doit avoir le board vis-à-vis des actionnaires. Vous avez le droit de choisir vos actionnaires. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à n'importe quelle injonction. Merci. On va peut-être prendre une question en ligne pour laisser la chance à ceux qui ne sont pas là en présentiel. Oui, tout à fait. On a beaucoup de commentaires qui vous remercient pour ces partages, en tout cas beaucoup d'enthousiasme. Et je voulais prendre une question qui vient de Camille et qui vous demande à chacun comment est-ce que vous gérez les croyances politiques et personnelles des membres du board et du management finalement. Est-ce que vous avez des problématiques qui peuvent venir de croyances type climato-sceptique ou anti-diversité par exemple? Moi, je peux démarrer là-dessus. Sans répondre peut-être directement à la question, le point, c'est que chaque membre du board, comme des membres du comité exécutif, a sa propre sensibilité. Et c'est une des difficultés de la problématique de la RSE aussi. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir une décision,
on a des matières qui ne sont pas mathématiques, qui demandent de la sensibilité, beaucoup de données, mais aussi des opinions. Et la diversité des angles de vue qui crée la richesse des débats est aussi, je dirais, une certaine rend la décision difficile. Il est clair que très souvent, le patron du comité d'audit dans un board va avoir un rôle un tout petit peu plus de rigueur sur la donnée. Et du reste, moi j'ai des anecdotes succulentes sur la confrontation des deux mondes. Le jour où le patron de l'audit s'aperçoit qu'il faut qu'il valide des choses qui viennent du monde de l'extra-financier, il y a quand même une petite panique à bord quand il découvre que les standards sont pas là, que les chiffres sont pas sûrs et qu'il faut qu'il pose sa signature. Donc il y a quand même une dimension culturelle dans le comité d'audit qui, l'IFRS c'est l'IFRS, quoi. Je veux dire, c'est noir-blanc. Le monde de la RSE, il est plutôt parfois un peu gris, quoi, hein. Donc même si on essaye, et ça a été mentionné tout à l'heure, on fait des efforts. Le patron de la sensibilité de la recherche, de l'innovation, va avoir une sensibilité complètement différente. C'est où je fais mon éco-design, où est-ce que je mets mon argent, comment se font mes analyses de cycle de vie, est-ce qu'on a posé des bonnes questions. Donc la difficulté, encore une fois, c'est d'aligner les opinions et les sensibilités pour avoir des décisions. Le climato-sceptisme, dans certains boards, ça peut exister, mais à ce moment-là, en général, il n'y a pas de trajectoire climat. Et c'est vrai que les climato-sceptiques, il y en a quand même de moins en moins. Enfin, en tout cas, dans l'entreprise, nous, on n'a pas trop de cas. Il y en a, hein, mais pas forcément dans le board aujourd'hui, en tout cas. Après, c'est compliqué, effectivement, si vraiment il y a des oppositions fortes. Même si je suis d'accord sur le fond que ça apporte dans le débat, mais on peut peut-être trouver dans le débat autrement qu'au niveau du board, parce que du coup, ça devient compliqué, je pense. Juste pour conclure sur ce point du climato-sceptique, vous pouvez être président des États-Unis et être climato-sceptique. Pour une raison simple. Vous êtes monté sur le tonneau, vous avez dit le changement climatique n'existe pas. C'est un truc inventé par les Chinois pour diminuer ma compétitivité. On va en finir avec cette histoire de changement climatique. Votez pour moi. Et ils ont voté pour lui. Donc il est légitime. Il l'avait dit. Par contre, si vous êtes à un board, à un conseil d'administration, et que vous êtes climato-sceptique, vous êtes négligent, dangereux, et vous devez être viré. Parce que vous ne défendez pas les intérêts de l'entreprise à long terme. Vous faites courir à l'entreprise des risques qu'elle ne devrait pas courir. Vous n'en faites pas une entreprise résiliente, puisque vous avez nié. Donc vous êtes dangereux. Donc il faut vous virer. Il n'y a pas d'autre solution. Vous n'avez pas le droit, c'est illégal d'être climato-sceptique en étant un board. Contrairement à un management qui a le droit. Il gère en fonction des directions qu'il reçoit. Le board ne peut pas être climato-sceptique. Donc ça, ce n'est pas une bonne question. Je plaisante. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je me tourne vers l'équipe. Je crois que c'est un peu pas trop. On va s'en tenir là. Alors, je suis désolée, le timing est un peu serré. Merci infiniment pour votre participation. Et j'en profite juste pour vous dire une petite chose avant cela. Une chose pour vous dire que Ecolearn va lancer une formation à destination des administrateurs, une formation qui est travaillée d'ailleurs avec Earth on Board. Arnaud vous en dira un petit peu plus ce soir. J'en profite aussi, je profite de votre attention pour vous dire que les personnes qui se sont inscrites aux ateliers ce midi, Boîte à Impact et Bootcamp RSE, ça se situe dans les salles en bas pour ceux qui sont en présentiel, et ceux qui sont en ligne, vous avez dû recevoir un lien Zoom différent de celui des conférences, donc ne vous trompez pas, connectez-vous au bon lien Zoom. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre participation et votre retour d'expérience.